Bonjour! Alors, on commence ensemble une nouvelle semaine livresque. On est samedi le 5 juillet, fin de journée, et j'ai déjà entamé ma première lecture. C'est une lecture que je l'ai commencée dans le dernier vlog, mais c'est une lecture qu'il faut que je fasse en papier. J'ai aucun livre numérique et aucun livre audio. C'est vraiment un défi pour moi. Alors, je l'ai entamé et je l'ai commencé en me disant je vais lire quelques pages, puis je suis déjà rendue à la page 60. Alors, c'est le fameux C'est la mort à la plage de Coralie Cojol. Je vous en ai parlé dans le dernier vlog. Donc, c'est une autrice que je suis sur Instagram. Puis, j'avais toujours envie un peu de découvrir un peu sa plume. C'est une autrice qui a l'air un peu plus atypique. Je crois que c'est une éleveuse de moutons, je crois, entre autres, à part être autrice. Et celui-là, il y avait eu quand même des bons retours. Elle a fait, je pense, son deuxième ou troisième roman. Celui-ci avait vraiment eu une super bonne recension. Puis c'était supposément comme un cozy mystery estival. Puis je m'étais dit que peut-être ce serait chouette d'essayer. Donc même si je vous ai lu la quatrième dans le dernier vlog, je vais quand même vous la relire comme ça. Elle est à jour au cas où vous me prenez au vol. Après 17 ans d'absence, Victoire Valéjane revient pour la première fois à Dorville afin de vendre les terres viticoles dont elle a hérité. Ce retour aux sources l'angoisse bien plus qu'un road trip à l'étranger. Dès son arrivée, elle se heurte à l'hostilité de son frère, Elias, au flot de souvenirs liés au décès de sa mère et à un père avec lequel elle a coupé tout lien. À cette équation s'ajoute Gabriel, son ex, qu'elle n'a aucune envie de revoir. Ou alors juste un peu. Mais ce qu'elle envisageait comme un voyage express se complique lorsque les corps d'anciens camarades de lycée sont retrouvés. Pour sauver son frère, suspecté par la police, Victoire doit mener l'enquête. Dans ce cozy mystery à la fois pétillant et nostalgique, Coralie Cojol explore la délicate réparation des blessures du passé et embarque le lecteur au bord de la Méditerranée. Donc, c'est très sympathique, ça se lit vraiment bien, super fluide. Ça commence quand même avec certains... Bon, genre, c'est une écriture qui est assez, je dirais, accessible, humoristique quand même. Il y a vraiment un petit peu d'humour glissé dans la narration, en fait, qui est faite du point de vue de Victoire. Mais dès le départ, on va quand même sentir qu'il y a quand même beaucoup de secrets qui sont dans sa famille. Sa mère est décédée tôt. Son père est sombré dans l'alcool. Puis elle a quitté Dorville à 17 ans. Et on ne sait pas pourquoi, mais elle n'est jamais revenue depuis. Puis son frère, il en veut beaucoup. Donc, on est un petit peu là-dedans. C'est sûr que c'est pas quelque chose pour le moment qui réinvente la roue parce que, c'est quand même des pistes qui sont assez typiques là, pour un début de Cozy Mystery. Mais j'ai confiance en fait parce que c'est quand même un Cozy Mystery qui fait 455 pages, ce qui est assez pas nécessairement courant pour un Cozy Mystery. Donc, j'ai bien hâte de voir comment ça va s'enligner. Puis ben voilà, je vais lire en mode vraiment papier, donc ça sera mon expérience analogique de la semaine. Sinon, en parallèle, j'ai quand même osé finalement lire le fameux roman estival de Sophie Germain, donc qui est sous la formule qu'elle avait faite pour son calendrier de l'Avent. Donc c'est un chapitre par jour, mais dans ce cas-ci, c'est une lettre par jour. C'est une romance épistolaire. Et j'ai hésité un peu, mais finalement, je l'ai commencé. Donc, je lis un chapitre par jour. J'en écoute des fois parce que c'est poussé sur Next Story. Ça, par contre, on est vraiment dans complètement les codes des comédies romantiques. D'ailleurs, ça fait ouvertement référence à You've Got Mail, donc vous avez un message. Et ça colle beaucoup, disons, au trope de cette relation-là. Donc, c'est vraiment l'histoire de une jeune fille qui retourne à l'endroit où elle va en vacances, habituellement avec sa famille. Mais là, elle retourne avec sa mère qui a eu un AVC et son père. Puis, elle va retrouver ses amis de là-bas. Et par hasard, la première journée, elle va retrouver une lettre qui avait été laissée chiffonnée sur la table d'un café où elle va toujours. Puis, elle va comme la lire, puis elle va essayer d'y répondre alors que, a priori, c'est pas nécessairement une écriture qui lui plaît, mais elle a envie de tenter le coup. Pardon. Et elle va sentir, dans le fond, une correspondance parce que finalement, même si la personne qui a écrit cette lettre-là, c'était pas du tout dans son idée que quelqu'un lui réponde, qui trouve ça un peu niaiseux, il décide d'y répondre, puis ça va faire un peu comme le principe de You've Got Mail, donc qui s'écrivent sur un forum ou peut-être par courriel, puis qui développent une relation tranquillement, même s'ils sont assez différents.
Et puis là, on comprend qu'elle rencontre des gens à l'extérieur. Puis là, il y a quelqu'un qu'elle trouve donc beau, mais qui est bête comme ses pieds. Puis là, ben, on comprend que peut-être que c'est peut-être la personne à qui elle écrit. Donc, c'est vraiment la formule You've Got Mail. Donc, c'est l'espèce de hidden romance parce que c'est quelqu'un... c'est un échange entre deux personnes qui ne savent pas qui ils sont. Puis que dans la vraie vie, finalement, ils se rencontrent, mais ils ne sont pas capables de se sentir. J'avais quand même envie de le tester pour voir. Ben, celui-là, je l'ai emprunté là, à la bibli. Je ne vais pas l'acheter. Je voulais voir un peu à quoi ça ressemblait. À date, je suis pas... C'est pas enlevant. Est-ce que ça va changer après? Je ne sais pas. C'est sûr qu'il y a l'air d'avoir deux dynamiques assez importantes pour chacun des personnages principaux. Donc, justement, le côté de la mère de l'héroïne qui se remet d'un AVC, puis c'est pas nécessairement évident. L'héroïne a quand même 18 ans, elle n'est pas très vieille, donc il faut quand même qu'elle gère le fait que ben, elle a un peu perdu la mère qu'elle connaissait. Sa mère, maintenant, avait pu sortir et tout, donc c'est quand même quelque chose qui est plus profond que le côté un peu pétillant qu'elle va laisser paraître pour l'extérieur. Même chose pour celui qui répond, qui s'appelle Max. On comprend qu'il s'est passé quelque chose, puis que son père lui en veut, donc un an auparavant, puis que là, il essaie un peu de se rattraper. Donc, sous les dehors de quelqu'un qui fait des remarques un peu légères, voire macho, ben, il y a ça. Fait que bon, puis évidemment, l'héroïne aime Jane Austen, comme dans You've Got Mail, le personnage de Meg Ryan aime Jane Austen, puis Orgueil et Préjugés. Dans celui-là, c'est Raison et Sentiment, mais comme on s'entend, là. Fait que, tu sais, bon, c'est ça. C'est juste, moi, c'est juste drôle parce que c'était exactement ma génération, là. Mais je sais pas si peut-être que les gens qui n'ont jamais vu le film, peut-être que ça va être correct. Moi, j'admets que, à date, je trouve que c'est un petit peu une réécriture de ça. Mais bon, pourquoi pas. Donc, il y a ça. Fait que je suis vraiment en deux lectures estivales qui sont pas nécessairement d'emblée mon genre, mais j'avais comme envie de tenter ça cette semaine. Fait que l'autre, par contre, elle sera pas en papier, elle va juste être en virtuel, puis celle-là, elle va être juste en papier. Donc, c'est ça le plan de la semaine. Alors, ben, sans plus tarder, allez, on se lance, c'est tout. Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui en très charmante compagnie, en très très charmante compagnie, comme la super compagnie aujourd'hui, pour un petit reading vlog. Un vlog lecture autour du tout nouveau roman de Clara Hérault, puisque que serait ma chaîne YouTube s'il n'y avait pas chaque année une vidéo dédiée à Clara Hérault. Voilà, pour les personnes qui arriveraient ici sur cette vidéo, au moins vous saurez de quoi je parle. Donc c'est un thriller. Hey, bonjour vous autres. Alors, on se retrouve dans la studio mobile parce qu'on est le lundi 7 juillet et je suis en congé. Et comme tous les lundis, mais particulièrement quand il fait gris, j'ai tendance à partir en cavale. J'avais une mission en tête, je vais vous en parler si ça se concrétise, mais je vais juste vous confirmer que je suis toujours dans ma lecture en cours, donc ça avance. Lecture papier, j'aime beaucoup, c'est juste que je suis confrontée au fait que quand je roule, j'ai pas de livre audio, donc ça avance moins vite que prévu, mais aussi j'aime beaucoup écouter des livres audio. Donc je me suis décidée à... en fait, j'ai trouvé une lecture que j'ai dans mon garde-robe, dans ma bibliothèque à lire. Depuis un bon moment. C'était une recommandation. Ben oui, en fait, j'ai découvert ce titre-là en écoutant Flo de Flo & Books. Et elle l'avait parlé, je pense, dans son grand format qui est paru. Je ne sais pas si c'était chez l'Iconoclaste. Non, chez Les Arènes. Et ben, moi, j'avais pris en collection proche. Donc, c'est La vie secrète d'un cimetière de Benoît Gallo. De Benoît Gallo. Je ne sais pas si... Ouais, voilà. Et c'est une espèce de docu-fiction, récit, voilà. Et ce que ça dit, c'est Benoît Gallo est conservateur au Père-Lachaise, le cimetière le plus visité au monde. Dans ce récit, il nous raconte son quotidien, rythmé par des rencontres insolites et des histoires poignantes. Il dévoile les secrets de ce lieu mythique, dans lequel les animaux vivent en pleine liberté. La vie au cimetière est plus joyeuse qu'on ne le croit, elle est même pleine de surprises.
Donc, c'est super intéressant. C'est divisé en différentes sections. Il y a des fois des petits encadrés qui sont un peu plus informatifs. Ce que j'ai trouvé intéressant, parce que bien évidemment, je ne suis pas quelqu'un qui habite malheureusement à portée du Père-Lachaise. Il faudrait que je traverse un océan pour pouvoir y arriver. Mais ce que j'aime en fait, c'est que son approche, c'est de présenter le Père-Lachaise comme on pense pas à le présenter. Donc, on a tendance à le présenter comme un site touristique, ce qui l'est pas officiellement. C'est vraiment un cimetière fonctionnel. Évidemment qu'il y a beaucoup de monde qui le visite parce qu'il y a des tombes de personnalités connues qui sont là, mais c'est pas géré ni l'approche n'est pas faite pour être comme un site touristique. Donc, lui, ce qu'il a décidé de nous montrer, c'est sa vie au quotidien, oui, les rencontres qu'il va faire, mais plus diverses dimensions qu'on aborde rarement. Donc, quand on parle, par exemple, d'un site touristique qui pourrait être un cimetière ou juste un cimetière tout court, comme le fait qu'à un moment donné, ils ont fini par... avant, c'était une approche qu'ils mettaient des produits chimiques pour empêcher la nature de pousser parce que les gens qui venaient visiter dans les cimetières disaient qu'il faut vraiment que ce soit propre et tout. Puis éventuellement, à Paris, il y a un édit qui a été mis, pas un édit, mais une loi qui a été prise, une réglementation qui a été prise pour éviter d'utiliser des produits chimiques pour ça. Et ils nous parlent, par exemple, de la transition. Quand ils ont commencé à ne plus utiliser ça, parce que dans le fond, ça fait que la nature a poussé. Puis c'était une transition où ça a changé à la fois les mentalités des employés et les mentalités des visiteurs. Donc, c'est ce genre de truc-là qui va nous présenter. Donc, c'est super intéressant. C'est une écriture sans prétention, c'est un récit, mais j'ai trouvé ça chouette. Fait que je pense que ça, je vais pouvoir l'écouter en parallèle de ma lecture parce que c'est vraiment deux choses complètement différentes. On n'est pas dans de la fiction et tout. Donc, ça sera sans doute mes deux lectures en cours de la semaine. Et ben voilà. Donc, je vais partir en petite mission, puis je vous reviens si ça fonctionne. Et de retour, alors, de retour avec le même décor parce que j'ai décidé de marcher. Tout ce qui se passe ici, ça se passe dans un centre d'achat. Puis moi, je suis la personne qui refuse de se stationner le plus proche possible des magasins parce que je me dis, c'est pas vrai que je vais faire le moins de pas possible. J'ai grandi à Montréal, je suis habituée de marcher. Puis depuis que je suis plus dans la grande ville, j'ai tendance à prendre des petits raccourcis, mais celui-là, donc je suis toujours souvent en voiture parce que j'habite en campagne, donc nécessairement, ça me prend une voiture même pour aller à l'épicerie. Mais c'est ma dernière. Je résiste encore et toujours à l'envahisseur de me stationner proche des magasins où je vais dans le centre d'achat. Toute ce long détour pour vous dire que c'est pour ça que vous pouvez remarquer que le fond est pareil. En fait, j'ai juste laissé ma voiture là. J'ai fait deux petits arrêts. Un dans une bannière que je ne fréquente plus depuis un certain temps en raison du contexte socio-économique, et pas socio-économique, mais socio-politique. Mais c'était le seul endroit où il y avait quelque chose que j'ai longtemps vu passer sur les réseaux. Puis c'est vraiment de la consommation à l'état pur. Donc vraiment, c'est pas que je suis fière de ça, mais j'étais trop curieuse. Fait que j'ai décidé d'essayer. C'est dans les mini brands. Donc, je sais pas si on va être capable de le voir. Ouais, c'est des mini brands, puis c'est des mini brands book. Donc, dans la petite bulle, il se trouve des... Oups, je sais pas si on va faire le focus. Ouais. Il se trouve des mini-livres qui ont vraiment du texte à l'intérieur puis qu'on peut potentiellement lire. Et ben c'est ça. C'est comme une collection. Puis là, ben, j'en ai acheté quelques-uns, mais il y en avait juste dans une bannière dans laquelle je vais pas. Donc, je me suis dit, OK, je vais essayer. Donc, je suis un peu gênée en même temps. Je suis un petit peu hâte. Puis, vous allez pouvoir avoir l'opportunité de voir ça sans avoir à commettre cet acte honteux d'aller dans une bannière dans laquelle on ne veut pas vraiment aller en ce moment. En plus, acheter quelque chose qui n'est pas très écolo, mais bon, j'avais trop envie de le faire. Et en même temps, vu que c'était pas très loin d'une librairie d'occasion, ben en fait, une friperie, grande surface, mais quand même associative, qui s'appelle Renaissance. C'est pas la même que d'habitude. Je suis quand même allée faire un petit tour. C'est pour ça que je vous ai montré un petit peu celle-là, absolument, il y a une grande quantité de livres, mais la qualité, l'état des livres n'est pas toujours super. Mais j'ai quand même trouvé un livre que je lis depuis super longtemps. Quand il est sorti, je me souviens pas c'est quand c'est sorti. J'avais noté, je le lis, ben, super longtemps. Ben, 2022 quand même. Donc, c'est chez Éclat des loisirs, collection médium, et c'est le Medalla Express, le tome 1. Et c'est de Pierre Domenico Baccalorio et David Morosinotto, je pense, pour les dessins. Pierre Domenico Baccalorio, c'est lui qui avait fait entre autres la série, je l'ai chez nous, Ulysse, je me souviens plus. Ulysse Moore.
entre autres. Donc, j'ai vu la 4e couverture, mais ça me tentait vraiment. Puis bon, ben c'est sûr, c'est des médiums, absolument. C'est au moins 35 $ le livre. Puis là, ben, il était vraiment pas cher. Donc, il a un petit peu été utilisé, mais ça paraît pas. De toute façon, c'est juste que je voulais vraiment lire. Puis je voulais l'avoir en papier pour celui-là. Donc, voilà. C'est parti pour la 4e. Imaginez une ville grise avec ses cheminées d'usines et ses nuages de charbon. Imaginez une gare gigantesque. Imaginez que dans cette gare, une seule personne possède tous les trains, sauf un. Imaginez que parmi tous les gens dans cette gare, il y a une petite orpheline qui survit en faisant le ménage sur les quais et s'accroche à son rêve de devenir mécanicienne. Elle s'appelle Finally. Elle a 10 ans et aujourd'hui, elle trouve dans sa poche un étrange billet qui lui permet d'accéder au mystérieux quai 1001 et de monter à bord du rutilant Medalla Express. Où va-t-il? Personne ne le sait vraiment, mais c'est une occasion unique pour Finally de fuir la ville grise. Et le début d'un voyage incroyable, semé de surprises et de dangers, jusqu'à la gare la plus lointaine du monde. Il me semble que c'est une série. Il me semble qu'il y a d'autres tomes après, mais bref. Voilà. Donc, ce sont mes petites acquisitions du jour. Après être allé consommer quelque chose de complètement éphémère dans une bannière interdite, j'ai décidé d'aller consommer des livres de Cazon pour compenser mon empreinte environnementale. Alors, sur ces bonnes paroles, je retourne à la maison parce qu'en plus, j'ai de l'épicerie en arrière. J'ai un petit peu étiré sa vie, fait que si je ne veux pas la perdre, je vais me dépêcher. Et si j'arrive à temps, je devrais être capable d'avoir cet après-midi. Vous allez sans doute me voir, mais c'est pas comme si c'était palpitant pour vous. Mais il y a Margot Liseuse qui a décidé de faire spontanément un Read With Me et ça va me permettre d'avancer. C'est La mort à la plage. Donc, quel menu. Quelle journée très bien planifiée, en fait, très spontanément, mais très bien planifiée. Voilà. Alors, sans plus tarder, à bientôt! Hey, coucou! Alors, me voici de retour de magasinage. Je sais que j'ai changé d'apparence, mais en fait, aujourd'hui, il a annoncé des averses. Puis là, finalement, juste comme je sortais en arrivant à la maison, il y a eu comme le déluge. Un déluge antédiluviant. Antédiluviant, ça se dit pas. C'est un petit peu contradictoire. Un déluge biblique, presque. Et bien, c'est ça. Il a fallu pareil que je rentre mes choses à l'intérieur. Donc, c'est ça. Le linge est à sécher. Là, je ne pouvais pas attendre parce que c'est dans 20 minutes, finalement, le Read With Me avec Margot Liseuse. Je me suis fait un petit matcha latte chaud pour une fois parce que je suis transie. C'est rare l'été que je fais ça, mais bon, c'est pas grave. Puis là, ben, j'étais trop excitée. Fait que là, est-ce que ça vous tente? Hein? On y va. On arrête de niaiser, là. On y va avec le première petite boule. Puis là, je n'ai jamais ouvert ça. Fait que là, j'espère que je vais avoir assez d'ongles pour y arriver. Sinon, vous allez avoir un petit moment de raboutage. Ah non, je pense que je vais y arriver. Il y a quand même une petite place là, pour ouvrir pour les gens qui ne sont pas onglés. Onglés? Dis-tu onglés? Onglu? Ongulé. Ongulé, je pense. C'est très bien protégé, en tout cas. Voilà. Alors, c'est quand même indiqué que c'est fait avec du plastique recyclé, mais c'est pas mal la seule chose qui limite potentiellement l'empreinte écologique. Donc, bon. Alors, ça ressemble à ça. Je ne sais même pas comment ouvrir ça, pour vrai. Ça ressemble à ça. Ici. Je sais pas comment. Je me sens niaiseuse. Ici. Un autre. Il y en a deux. Il y a deux endroits pour lesquels il faut que je me batte. Puis évidemment, mon chat va venir me voir parce que, tu sais, c'est des emballages. En plastique, j'aime moins ça, par exemple. Je pense que je vais les cacher. Je vais y arriver. C'est pas très palpitant pour vous, là, mais l'air de rien que j'essaye de travailler là-dessus. J'essaie. Bon, on va la voir. Je vais pas tout faire les boules comme ça avec vous. Je vais peut-être faire des pré-ouvertures pour les autres, là, genre... je vais avoir enlevé ce qui est autour, puis on ouvrira juste la petite boule ensemble, là, parce que sinon, vous allez trouver que c'est pas très palpitant. C'est pas du ASMR très agréable. Oh non, je l'ai pas eu d'un coup! Oh, désagréable. En tout cas, c'est écrit que c'est du plastique 1. Le plastique 1, ça se recycle par chez nous. Je vais vraiment me sentir coupable jusqu'à la fin, mais bon, il faut assumer ses décisions. Alors, oh, ça commence à ouvrir. Ah! Mon Dieu. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ça. Est-ce que j'ai eu une petite étagère? Je pense que oui. Yes! Parce que là, non seulement il y a des petits livres, vous comprenez, mais en plus, il faut pouvoir les ranger. Puis là, je pense que j'ai peut-être eu une étagère.
Donc, ça, c'est tout ce qu'on peut avoir comme possibilité, de ce que je peux voir. Bon. On va commencer par ça, parce que je pense que c'est l'étagère. Je ne vais pas la monter avec vous, mais je vais au moins vous montrer... Oui, c'est ça. Yes! Ça veut dire que je vais pouvoir au moins minimalement, mais ça se peut qu'il y en ait même plus qu'une, parce que ça, je ne peux pas choisir. Hein. C'est vraiment... Donc, on a des petites, des petites instructions. Donc, j'ai droit à une petite étagère produit fini, comme ça ici, à 2 étages. OK. Ça, je vais le monter tantôt. Ça, c'est un petit plastique blanc. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je ne vais juste pas perdre mon saut. Wow! Petit plastique blanc. Moi et mes habiletés de montage, bon, c'est pas grave, ça sera un défi. Bon, on va arriver avec le plus intéressant maintenant, les livres. Donc, il y en a 3. Je pense qu'il y en a 4, mais quand on a une étagère, il y en a 3. C'est ce que je crois qui arrive. Alors, je suis vraiment pas habile, hein? Je vais juste vous dire. Il va falloir prendre le temps en patience. Alors, qu'est-ce que c'est pour le début? C'est... Oh! C'est le club de babysitter Little Sister. C'est cute. Je ne sais pas si vous allez le voir. Avec un dos. Il y a vraiment la 4e de couverture. Ah, je ne sais pas si on voit là. Voilà. Comme ça. Puis, je ne sais pas si on va voir. Je vais me cacher le visage, mais on voit ici la petite écriture. Je me sens vieille quand je baisse mes lunettes comme ça. Ouais, disons que si on veut vraiment lire, c'est plus compliqué. Donc, 1. Little Sisters. Beaucoup de déchets. Hein, beaucoup de déchets. OK. Quel sera le prochain? Je sors un autre Little Sisters. Ça, je pense qu'il est là souvent. Puis moi, j'en ai pas lu des comme ça. Mais bon, c'est un Goosebump. Je pense qu'il y en a vraiment beaucoup. Comme ça. Et ce que vous entendez en arrière-fond, c'est que ma clim est partie. Puis mon chat a paniqué sa vie. Je pense qu'on a manqué d'électricité temporairement. Ce qui n'est pas étonnant parce qu'on a vraiment eu un déluge. C'est quoi ça? Oh! Mon Dieu, j'étais chanceuse! Parce qu'on a des petits accessoires. Moi, je suis bien excitée. Puis là, j'en ai eu un. Puis en plus, j'ai eu un livre hardcover. Wow! OK. Fait que j'ai eu un signet. Je sais pas si vous allez le voir. Un signet. Une loupe. C'est un des accessoires recherchés. Je suis bien excitée. Et Miss Peregrine. Je pense que c'est le tome 3, Hollow City. Donc, les enfants de Miss Peregrine, encore une fois. Puis celui-là, il est en hardcover. Et, bon, c'est écrit à l'intérieur, mais vraiment, il n'y a pas de possibilité de lire. Genre, je veux vous dire qu'il ne faut pas quand même ambitionner. Fait que, voilà. Donc, première boule. J'étais chanceuse. Parce que j'ai eu une étagère. J'ai perdu mon signet, je pense. Ah non, il est ici. J'ai eu ces 3 petits livres-là. Je fais vraiment toujours devoir... J'ai eu ces 3 petits livres-là. L'étagère et... les accessoires recherchés. Bon, le signet est vraiment laid, là, mais... Et voilà. Bon, j'ai l'impression d'avoir 5 ans. J'ai pas fait ça quand j'avais 5 ans. Faut bien que je le fasse à un moment donné. Alors, voilà pour la première boule de ça. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais couper tout de suite. Je vais pré-ouvrir les autres boulettes, puis je vous reviens. Hey, bonjour de nouveau. Donc, je viens de finir de déshabiller les 2 autres petits mini brand books. Puis si vous entendez un bruit de fond, c'est la clim, comme je vous dis, qui est repartie, mais là, c'est la vie. Il va falloir dealer avec. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je sais pas si j'ai encore une étagère, je pense que oui. Bon. Ça ressemble pas mal à une étagère. Hey, je vais t'équiper. Ouais. C'est une étagère. Je ne verrai pas pour rien. Donc, on va encore avoir 3 livres avec des accessoires. Moi, je tripote. Non, il n'y a pas d'accessoires. Là, j'ai allumé. Ah, il y a un accessoire. Oui. J'ai allumé que la petite loupe, là, je pense que c'est pour lire le contenu des livres. Sincèrement, je pense que ça a une vraie fonction de loupe. Fait que c'est vraiment parce que sinon, à l'œil nu, pour vrai, c'est pas possible. Oui, fait que je pense que j'ai eu un autre signet qui est un petit peu croûté. Ça ressemble à un signet de fantasy.
ou une partie de Marauder's Map. Un petit peu plus comme vieille carte ancienne. OK. On a ça. Et encore une loupe de la même couleur. Je pense qu'il y en a de plus qu'une couleur. Et je vais faire le test parce que comme ça, je vais pouvoir... Bon, ça, j'en ai pas besoin. Hop, hop. Est-ce que j'ai eu le même? Oups. Un doublon! Donc, j'ai eu Holocity, comme tantôt. Je vais voir si ça se lit dessus. Mettons que j'ai la loupe. Ça magnifie. C'est peu lisible. Ouais, je pense que je pourrais y arriver. Ouais, ça se fait, ça se fait. OK, OK. Bon, ensuite, un autre. Je pense que c'est un hardcover. On va voir. Non. Bon, ça aussi, c'était des titres que moi, je lis pas. Mais celui-là, il arrive souvent, je le sais. C'est Vampire Diaries de L.J. Smith. Ça fait longtemps, ça. C'est dans le temps que j'étais dans les librairies ou mes débuts en bibliothèque, c'était comme la grosse affaire. Maintenant, je traîne en bibliothèque, puis c'est sûr que je me dis, est-ce qu'on les garde ou pas? C'est pour vous dire l'évolution. Et enfin, un Goosebump. Non, mais c'est le même principe. Ah ben, c'est cute. Je connais pas ce livre-là. Ça s'appelle Howlidhin, comme howl to howl, pardon. Donc, le bruit que, ben, hurler pour un animal. Donc, c'est ça ici. Je pense que c'est des histoires dont des enquêtes, peut-être, ou des histoires de peur avec des animaux. Not a great place to visit and you wouldn't want to live there. OK, fait que c'est un autre truc d'horreur, mais c'est pas voyons, Goosebump. Donc, ceux-là, moins réussis parce que, ben, un doublon déjà en partant, puis les deux autres, c'est pas nécessairement des livres que j'aurais été intéressée à lire, mais j'ai quand même eu des petits accessoires, donc on est heureux. Voilà. On va ranger ça dans sa petite boulette. Je sais, je suis bien cute avec ça. Même ça d'avoir 5 ans. C'est non négligeable, hein, quand même. Les gens qui se font faire plein d'opérations chirurgicales pour se sentir plus jeune. Moi, je fais juste acheter des petits cossins comme ça. Et enfin, la dernière et non la moindre, c'est parti. Pop. Non, on n'a pas voulu. Oh. Ah, celle-là, je pense que... C'est encore une étagère. Oui. Je ne sais pas s'y en remettre une à chaque fois, mais bon. Oui, c'est... Ah, non. C'est ça. C'est une étagère? Oui, ça doit. Bon, ben écoute, donc, 3 étagères. J'étais obligée de l'acheter, les livres. Et là là. Comme ça. OK. On part. Fait que là, j'ai des petits signes. Parce que là, je savais pas trop. On peut pas savoir en même temps. C'est sûr que quand il sonne plein, je pense qu'il y a toujours une étagère. Fait que s'il sonne pas plein, peut-être que c'est ça qu'il faut que je prenne. Oui, j'ai déjà une stratégie pour la prochaine fois. Parce qu'il va y en avoir une sans doute. Bon. Qu'est-ce que j'ai là? Encore une loupe. Donc, toujours la grise. Par contre, j'ai pas... je vais avoir un petit kit de loupe. Je vais pouvoir inviter des amis pour faire un party. Donc, ça, c'est pas bon. Oh non, encore un marque-page. Est-ce qu'il est pareil? Oui, celui-là, je l'avais déjà. C'est le même que tantôt. Mini Brand Books. Comme ça. Et je pense que j'ai un autre... Non, un autre Goosebump, mais je ne sais pas si c'est le même que j'ai eu tantôt. Je pense que non. Vous allez le savoir si vous avez porté attention. Un Goosebump. Est-ce que je vais continuer? Je ne sais pas, mais ça m'a juste fait plaisir. C'est comme une activité de journée de pluie. Bon, une autrice que je ne lis pas, mais Colleen Hoover, quand même. Reminders of Him. Voilà. Et enfin, ça ressemble à un petit livre mince. Qu'est-ce que c'est? Oh, chouette! Ah, j'ai eu Charlie la chocolaterie de Roald Dahl. Bon, ben ça, c'est satisfaisant. Voilà. Donc, jusqu'à maintenant, plus des livres, ben c'est sûr que c'est fait aux États-Unis, là, donc c'est moins mon enfance. Moi, Goosebumps, je l'ai moins lu, là, mais quand même. Donc, on a eu ça ici, pour rappel, comme livre, et les mêmes accessoires que tantôt. Alors voilà, c'était la savoureuse aventure de Marie-Soleil et ses mini-livres. Puis je pense quand même qu'avant avant de me tanner, je vais peut-être en acheter quelques autres éventuellement lors d'une prochaine sortie. Voilà, on verra. Je vais peut-être pas vous en parler à chaque fois, mais voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu, ce petit unboxing assez atypique de ma personne.
Et comme ça, vous savez à quoi ça ressemble et vous n'avez pas besoin de vous commettre dans ces choses-là. Alors voilà, ça me fait plaisir, de rien. Sur ce, c'est le début, je crois, ouais, c'est bientôt le début du Read With Me. Donc, je vais me préparer et je m'attelle à ma lecture en cours. Allez, à tantôt! Hey, bonsoir vous autres. Alors, on est toujours le fameux lundi, mon lundi congé. J'ai vraiment rentabilisé aujourd'hui. Je viens de terminer, un peu en apnée, C'est la mort à la plage de Coralie Cojol, publié ici en format poche chez Erol. Et écoutez, c'était un excellent divertissement. Ça s'est lu pas mal toute seule. Je dirais si la première partie, les premières 100 pages étaient agréables, mais la mise en place est un petit peu quand même lente. Je dirais qu'après ça, évidemment, ça déboule parce que il arrive plein de choses, il y a des révélations, notre fameuse Victoire, plus ça va, puis plus elle va devoir se mêler un peu, pas de ses affaires, puis elle se ramasse un peu avec un peu entrelacée, un peu prise entre le présent dont qu'elle aurait voulu éviter finalement parce que c'était pas nécessairement son plan au départ de revenir dans l'endroit où elle est née. Puis plein de réminiscences du passé qu'elle a laissées derrière elle qui sont associées à ce qu'elle a vécu parce qu'elle a perdu sa mère et que son père a très mal réagi. Puis ça a généré, entre autres, c'était un des facteurs pour lequel elle a quitté d'un coup son village puis qu'elle n'est jamais revenue. Mais en même temps, elle retrouve des gens qu'elle a connus avant, mais c'était pas nécessairement quelqu'un qui avait voulu les retrouver, à part peut-être une de ses amies, Laura, avec qui elle était restée en contact, mais les autres, pas vraiment. Elle n'a pas une bonne relation avec son frère parce qu'elle est partie sur un coup de tête, un peu par instinct de survie, puis son frère, il a fallu qu'elle laisse derrière elle, puis c'est un peu lui qui a tout pris sur ses épaules. Son père a une condition médicale pour laquelle elle n'était pas au courant, puis qui change un peu la donne. Puis surtout, les crimes, finalement, comme c'est indiqué dans la 4e de couverture, concernent des gens avec qui elle était là à l'école. Puis là, elle se rappelle vraiment, qu'est-ce qui s'était passé, puis dans la dernière année, après la mort de sa mère, qu'elle a testé les limites parce qu'elle était trop dans le chagrin, elle avait l'impression que, en fait, son père était en dépression, puis elle avait l'impression qu'il l'abandonnait, puis elle essayait, sa façon de gérer le deuil, puis tout ça, c'était de tester les limites, puis de se lancer un peu partout, puis de prendre pas nécessairement les meilleures décisions. Puis dans le fond, il y a un événement spécifique qui va s'être passé à ce moment-là, qui va finir par toujours refaire un peu surface, puis évidemment, on va bien comprendre, s'entrelacer avec le présent. C'est mené bien rondement. C'est une écriture qui est agréable à lire, je trouve. C'est pas, disons, une écriture... c'est pas une écriture poussée, mais c'est une écriture fluide, une écriture qui se lit bien. Les personnages sont attachants. Il y en a que non, mais en tout cas, on y croit, en tout cas, ces personnages-là. Le lieu, on a comme le goût d'y aller, parce que c'est vraiment, en même temps, non, mais tu sais, c'est un classique de petite ville où est-ce que tout le monde connaît tout le monde, puis qu'il n'y a aucun espoir de laisser que le passé ou qu'une action ou même une rumeur qui nous concerne passe inaperçue, puis ça va rester pendant des années et tout. L'enquête en tant que telle, comme c'est une enquête, c'est un cozy mystery dans le sens où c'est pas un policier qui va mener l'enquête en tant que tel, c'est vraiment Victoire, accompagnée d'un ancien élève aussi qui était là, qui s'occupait du journal de l'école, puis qui finalement est en ce moment journaliste dans le Canard local. Donc, ils vont en fait se charger un peu de faire l'enquête parce que, comme c'est indiqué dans le 4e, c'est que très rapidement, en fait, le frère de Victoire va se ramasser impliqué là-dedans. Puis là, même si elle n'a jamais eu une excellente relation, pas vrai, là, même si elle n'a pas une bonne relation avec son frère depuis qu'elle a quitté le village, la fibre familiale ressort, puis elle veut absolument, évidemment, le sortir de ça. Mais plus elle va faire son enquête, puis plus elle va découvrir des choses
qui sont des choses qu'elle n'avait pas, qui sont des choses qui sont en lien potentiellement avec, une partie du passé qu'elle n'a pas nécessairement bien saisi dans son ensemble à l'époque parce qu'elle avait 17 ans puis qu'on peut pas toujours tout comprendre. Fait que je trouve que c'est bien mené. La partie avec les péripéties, c'est un très bon ping-pong de péripéties. J'ai quand même trouvé que en fait, c'est bon pour nous autres, pour notre ego de lecteur. Mais il y a quand même beaucoup de choses que j'avais vu venir. Là. C'est pas très discret. Je dirais pas que c'est cousu de fil blanc parce que ça se tient. C'est plutôt que c'est pas tout à fait subtil comment les choses sont amenées. Donc, on peut quand même rapidement en venir à comprendre une bonne partie de ce qui va s'en venir. Puis des fois, c'est arrivé juste quelques fois, mais pas tout le temps, qu'en fait, Victoire, en fait, est comme surprise où les gens qui sont les personnages principaux sont surpris de la conclusion à laquelle, en fait, d'une réalité qu'ils vont découvrir finalement, alors que c'est très évident, là, je veux dire, nous, comme lecteurs, on est juste comme, quand même, c'est pas comme si je me concentrais pour essayer de trouver la solution. Fait que c'est de ce côté-là, c'est quand même assez... c'est un roman qui est assez léger, ça permet de ne pas se casser la tête. Quand je parle de léger, c'est une écriture super accessible, fluide, une intrigue qui nous tient en haleine, puisque j'ai vraiment dévoré 300 pages aujourd'hui, parce que je veux vraiment savoir qu'est-ce qui allait se passer, mais en même temps, qui ne demande pas nécessairement un effort intellectuel pour vraiment s'y retrouver. Ce qui est fort aussi, elle joue beaucoup sur, évidemment, comment générer des émotions intenses chez le lecteur, puis ça fonctionne parce que, entre autres choses, elle va aborder certains sujets qui sont très rudes, mis à part le deuil d'une personne chère, des maladies qui affectent une personne chère. Ça, j'en parle parce que c'est écrit dans la quatrième. Les autres, j'en parlerai pas parce que c'est pas écrit dans la quatrième, mais sachez qu'il y a quand même des sujets qui sont pas nécessairement pour tout le monde. Donc, peut-être. Mais c'est quand même dans un enrobage de feel good, donc ça va, c'est pas... Sauf que bon, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle a réussi à faire une espèce de mix vraiment entre bon, la règle du cozy mystery, parce que c'est des personnes non professionnelles qui font l'enquête, mais à part ça, c'est pas cozy, mais bon, ça se passe dans un village en même temps, c'est pas mal les deux seules choses qui font que c'est un cozy mystery, sinon, je dirais que c'est plus... C'est presque plus une genre de saga familiale ou thriller domestique soft avec une touche de roman feel good. Fait que c'est bizarre parce que c'est vraiment, c'est vraiment ça qui arrive. Puis il y a des... C'est ça. Puis il y a le côté un peu feel good de... c'est un roman, en fait, en même temps, qui peut faire du bien. Un roman, peut-être, qui peut faire la différence chez certaines personnes, qui va énoncer assez clairement, à travers les paroles de certains personnages principaux, des vérités un peu pour aller de mieux en mieux et tout ça. Donc ça, moi, des fois, ça m'horripile un peu. Là, c'est peut-être pas hyper présent, mais c'était quand même là. Fait que j'aime mieux vous le dire. Moi, c'était comme à ma limite pour que ce soit correct pour moi. Mais bon, fait que, écoutez, c'est pas un coup de cœur, c'est pas une excellente, c'est une très bonne lecture. Mais c'est pas non plus, je sais pas si je vais en garder un souvenir mémorable. Disons que c'est une lecture que j'ai appréciée pendant que je l'ai vécue, que j'ai quand même trouvé, c'est une très bonne plume, donc c'est le fun parce que c'était de la qualité quand même. En même temps, il y avait un petit côté peut-être un petit peu plus, je sais pas, easy, puis peut-être des fois tricoté un peu gros par rapport à, comme je vous dis, la subtilité de comment transmettre au lecteur des informations qui sont essentielles pour comprendre vraiment le mystère. Donc, c'est peut-être plus ça qui était pour moi un peu le bémol, qui a peut-être une grosse différence. Puis les moments vraiment un petit peu trop feel good, mais ça, c'est une question de préférence personnelle. Fait que j'aime vraiment découvrir cette autrice-là. Si vous voulez, c'est vraiment une lecture très bonne à mettre dans la valise, à mon avis. Oui, ça se lit bien. En même temps, comme je vous dis, on passe quand même par un tourbillon d'émotions. Il y a des choses qui nous font nous indigner. Il y a des petits commentaires sociaux légèrement féministes quand même qui sont glissés là-dedans. Donc, ça a l'air donné comme ça avec cette couverture que j'aime pas vraiment. Mais bon, c'est le format poche, mais quand même cette couverture très... je sais pas, qu'on pourrait connoter comme étant un roman qui n'a pas de substance. Souvent, ces couvertures-là, on a l'impression que... Mais en fait, c'est pas juste, disons, un cozy mystery ou juste un feel-good. Il y a un petit côté quand même un peu de thriller. La tension est là, puis il y a vraiment un côté secret aussi qui est là, vraiment importante. Puis comme je vous dis, la plume de l'autrice est vraiment intéressante. Assez que, en fait, ce qui est intéressant, puis c'est son plus récent roman, mais elle fait des liens. De ce que j'ai compris, c'est que, en tout cas, dans l'épilogue, elle fait un lien à un lieu
qui se retrouve dans le titre de son avant-dernier roman qui s'intitule Bienvenue aux Bergeronnettes. Je l'ai à l'arrière parce qu'il me semble qu'il y avait une photo, mais une photo, la couverture où je l'ai halluciné. Oui, c'est ça ici. Fait que ça, c'est celui qui est juste sûr que je vous divulgage pas. Donc ça, c'est l'autre avant. Puis dans le fond, dans l'épilogue, il fait référence aux Bergeronnettes, puis à cet endroit-là. Fait que je sais pas si il y a un des personnages qui est là-dedans, potentiellement, qui va se retrouver là aussi, je sais pas. Fait qu'on dirait que ça m'a fait une petite piqûre de curiosité. Je dirais que quand j'ai besoin de justement avoir un livre qui se lit tout seul, avec des personnages qu'on a envie de retrouver, qui sont, comme je dis, un petit peu des fois tirés à grands traits, mais pas, tu sais, puis on n'est pas non plus dans les clichés non plus. Je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant à découvrir. Fait que, bien contente. Voilà pour ma lecture. Je continue encore ma lecture audio, comme je vous disais, sur Le secret des cimetières. Puis, ben, je vais essayer de me trouver une autre lecture quand même pour la semaine. Peut-être que je pourrais essayer d'avoir une autre lecture papier si je continue mon livre audio. Je pourrais peut-être essayer ça. Ça pourrait peut-être être le vlog des lectures papier, même si ça a l'air bizarre parce que avant, ça semblait être quelque chose qui était d'emblée. Puis pour beaucoup de lectrices, c'est d'emblée. Mais moi, si je ne fais pas de lecture audio, j'ai pas assez de temps que j'arrive à consacrer à la lecture dans une journée pour mon bonheur. Donc, c'est vrai que j'ai pris de plus en plus l'habitude d'écouter les livres en livre audio pour ne jamais avoir de moment où ma lecture s'arrête. Donc, je peux compter, ben, c'est pas vrai, là, quand je travaille, oui, mais je veux dire, sinon dans mes déplacements et tout. Donc, ça fait une grosse différence. Fait que ça, quand je suis en lecture papier, c'est qu'il faut vraiment que je sois dans la position de lecture. Il faut que je fasse vraiment juste ça. Il faut que, disons, je fasse pas la vaisselle en même temps, évidemment, si je veux sauver mon livre. Je peux pas vraiment marcher en lisant un livre papier, alors que d'habitude, j'utilise le livre audio aussi pour ça. Fait que c'est pour ça que ça a l'air d'être étrange et de base, mais pour moi, c'est quand même majeur. Fait que je vais regarder. Peut-être que j'ai un livre qui pourrait m'intéresser potentiellement dans ma bibliothèque à lire, que j'arrive pas à trouver en livre audio, puis que je pourrais en profiter pour lire. On sait jamais. Peut-être. Alors, ben voilà. Ben écoutez, je reviens dès que j'ai d'autres nouvelles à vous partager. Bye! Like sexuality and trans identity was discussed. And again, I am not trans, so I can't say for certain that it was done poorly, but I felt just odd. Hey, coucou, alors on se retrouve en mode studio mobile avec sans doute un arrière-fond, un peu de clim en bruit sonore. Je vais essayer de mettre à la limite un réducteur de bruit, mais il fait très chaud à l'extérieur, puis j'ai refroidi ma voiture électrique, mais je peux pas juste ouvrir les fenêtres ou arrêter complètement la clim, donc il va falloir jouer avec ce jeu de cartes-là. Alors, je vous reviens parce que j'ai fini par terminer mon écoute de ceci, donc je vais y arriver. Voyons, c'est sûr, si je mets ma face, on va jamais y arriver. La vie secrète d'un cimetière de Benoît Gallo, ici en édition poche, donc chez Proche, mais c'était publié au départ chez Les Arènes. Je l'ai écouté en version audio, c'est fait par Télém, je pense, en collaboration avec RB Digital. Et je vous mettrai le nom du narrateur parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la narration, en fait. C'est fort agréable, c'est pas... c'est un récit sans prétention, en même temps, c'est vraiment un super bon dosage de, je sais pas, de partage d'informations, d'expériences de vie, de pensées inspirantes, de réflexions sur la société, tout ça avec un langage vraiment accessible, une alternance entre comment l'auteur s'est rendu à son rôle actuel, donc de conservateur du cimetière du Père-Lachaise, avec des informations spécifiques, donc des espèces de petits points d'infos qui sont, si je me souviens bien, puisque moi je ne l'ai pas lu du tout en papier, je l'ai écouté seulement celui-là, donc je crois qu'il y a des petits encadrés informatifs. Je vais voir si je peux vous en trouver un. Ouais, par exemple, ça ici. Non, je vais y arriver. Ah, je suis pas bonne, je suis pas du bord de d'habitude. Donc ici, vous voyez un petit encadré. Donc ça, c'est semé un peu partout à travers
le livre. Puis, dans la narration, c'est comme inséré entre les bouts où, justement, on voit l'auteur pas l'auteur, pardon, le conservateur qui nous parle de sa vie, de l'évolution du Père-Lachaise, de l'histoire du Père-Lachaise, d'anecdotes spécifiques. Et il y a plein de points trucs, de trucs super intéressants, de genre faits bizarres, mythes éboulonnés, rumeurs. C'est vraiment intéressant. Donc, je l'ai lu un peu vite pour le type de livre que c'était. C'est-à-dire que je l'ai écouté, puis dans le fond, je l'ai écouté un peu d'une traite, c'est-à-dire sur plusieurs jours, mais j'ai quand même écouté rapidement comparé à, disons, si j'avais mis comme un livre de chevet, puis que j'en lisais un peu à chaque fois. Je pense quand même que c'est fait pour être plus... pour qu'on puisse picorer un peu selon notre moment, notre envie de curiosité. Mais j'ai trouvé que c'est vraiment une belle approche. Moi, c'est sûr que je ne connais pas du tout le cimetière du Père-Lachaise. Je ne connaissais pas l'histoire des cimetières de Paris. Je ne savais même pas que les cimetières de Paris étaient gérés de façon centralisée. Donc, qu'en France, ça avait été retiré, en fait. Je ne sais pas si c'est en France ou juste à Paris, je ne me souviens plus déjà. Mais que ça avait été retiré de la gestion du patrimoine, en fait, des institutions religieuses. Parce qu'ici, au Québec, les cimetières sont gérés encore par les institutions religieuses ou par des compagnies privées. Je me souviens plus. Mais il me semble que c'est jamais municipal. Donc, pour ça, c'est intéressant. Il y a eu un petit ajustement, un petit, pas choc des cultures, mais un peu, genre. Puis, c'est ça. Donc, lecture vraiment agréable. Si ça vous intéresse, ça, c'est pas du tout morbide. Au contraire, ça met de l'avant la vie qu'il y a dans un cimetière, en fait. Autant la faune, la flore, ça a une grande part là-dedans que les êtres humains qui y habitent dans cette formule-là, parce qu'à Paris, ça fonctionne comme ça, donc le conservateur habite sur place avec sa famille, pardon, mais qu'il y a également tous les métiers qui sont en lien avec le funéraire. Il y a vraiment un inventaire de tous les gens qui travaillent au Père-Lachaise, ces différents corps de métiers, qui sont peut-être pas les mêmes ici au Québec, mais quand même que ça peut se recouper. C'est vraiment intéressant. Puis je trouve que la forme est comme hyper dynamique. À place d'être juste un récit suivi de qu'est-ce qui a amené, dans le fond, Benoît Gallo là, ou un essai sur l'histoire du cimetière, ou un essai sur tout ce qui a trait à la mort, ou à la dimension écologique de comment tenir un cimetière aujourd'hui. C'est tout ça à la fois, version un peu personnalisée, dynamisée, avec c'est pas des points de vue alternés, mais disons des visées alternées dépendant de ce qu'on a, que ce soit une narration, un point d'info et tout. Puis la version audio met ça de l'avant de façon absolument réussie. Ça s'écoute super facilement. Donc, si jamais vous voulez le découvrir, ça peut être chouette. C'est à petit prix en format de poche, mais ça peut être aussi possible de l'écouter en livre audio. Quoique je l'ai écouté sur Nextory, fait que je ne sais pas s'il est sorti ici en livre audio, peut-être pas. Je vous indiquerai si c'est sorti ou pas en livre audio, mais sinon sur la plateforme nextory.fr, qui est une plateforme française, c'est disponible si jamais vous êtes abonné. Sinon, mais là, je gossais un petit peu pour ma prochaine lecture. Je me souviens même plus si je vous en ai parlé de ce que je pensais lire, en tout cas. Je m'étais dit que j'allais lire un autre livre papier. J'étais comme, je vais faire un vlog sur ça. Puis je me suis dit après ça, je vais essayer de lire un autre livre sur le sujet de genre mystère estival ou l'été. Puis dans le fond, j'ai décidé de lire un livre qui est en lien avec une partie du premier livre puis une partie du deuxième. Donc, j'ai décidé de lire un livre qui semble être une espèce de romance un peu déjantée et inexpliquée entre deux personnes qui se rencontrent dans un cimetière. Donc, la première fois que je lis cette autrice-là, qui pourtant est décédée récemment, donc Caterina Mazzetti, je vais y arriver. Caterina Mazzetti, donc le mec de la tombe d'à côté. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que moi je ne le savais pas, Caterina Mazzetti, elle écrit en suédois. Donc je ne sais pas si elle est suédoise de naissance, mais c'est traduit du suédois. Donc on est vraiment, ça se passe en Suède. Donc on est dans un autre contexte. Évidemment, avec une autre famille qu'elle a, j'imagine que j'avais assimilé ça en me disant, peut-être qu'elle vient peut-être d'Italie ou simplement une Française, puis ça donne qu'elle a des parents qui ont des origines différentes aussi. Mais là, dans le fond, c'est vraiment suédois, donc ça fait une différence sur comment on perçoit les choses, parce qu'on est vraiment dans une autre culture. Et je me souviens même pas si j'ai lu la quatrième de couverture, mais à tout hasard, je vais vous la mettre là. Au pire, allez, vous la verrez pas, c'est pas plus grave. Alors, c'est parti. Désirée se rend régulièrement sur la tombe de son mari, qui a eu le mauvais goût de mourir trop jeune.
Bibliothécaire et citadine, elle vit dans un appartement tout blanc, très tendance, rempli de livres. Au cimetière, elle croise souvent le mec de la tombe d'à côté, dont l'apparence l'agace autant que le tape à l'œil de la stèle qu'il fleurit assidûment. Depuis le décès de sa mère, Benny vit seul à la ferme familiale avec ses 24 vaches laitières. Il s'en sort comme il peut, avec son bon sens paysan et une sacrée dose d'autodérision. Chaque fois qu'il la rencontre, il est exaspéré par sa voisine de cimetière, son bonnet de feutre et son petit carnet de poésie. Un jour pourtant, un sourire éclate simultanément sur leurs lèvres et ils en restent tous deux éblouis. C'est le début d'une passion dévorante. C'est avec un romantisme ébouriffant et un humour décapant que ce roman d'amour tendre et débridé pose la très sérieuse question du choc des cultures. Et, pardon, c'est vraiment ça qu'il faut retenir de ce livre-là, choc des cultures. Et je crois que amour tendre et débridé est aussi quelque chose à retenir. Sachez qu'il y a quand même des références à la sexualité sans tambour ni trompette. C'est pas volontairement pour provoquer, c'est juste comme sans filtre. C'est spécial, je sais pas quoi penser. C'est un roman qui est à 2 points de vue, donc on va suivre, c'est en chapitre alterné. On va toujours avoir un chapitre qui va être narré par, évidemment, la fameuse Désirée. J'avais oublié qu'elle était bibliothécaire, puis j'étais comme, oh! et l'autre chapitre va être narré par Benny. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, peut-être pas tout le temps, mais la plupart du temps, le chapitre qu'on va lire va toujours faire référence à la même période de temps. Donc, on va lire d'abord la vision d'un personnage de cette période de temps-là, puis ensuite la vision de l'autre personnage de cette période de temps-là. Ça, c'est toujours intéressant de voir comment ça a été perçu. Et la manière que c'est conçu, on dirait qu'on ne sait pas trop qui croire. En fait, il n'y a pas personne à croire, c'est des perceptions. Donc, mais on n'est jamais trop sûr de ce qu'on a perçu. Il y a des personnages qu'on aime moins. À date, Désirée, je n'aime pas tant que ça. En même temps, j'aime son humour. Sinon, ben, Benny, il a l'air super attachant, mais il est vraiment comme cru. Il est comme... La façon dont il parle, c'est un peu mal dégrossi. Ses réflexions sur les femmes sont pas top. En même temps, celles de Désirée sont pas non plus très nuancées sur la genre masculine. C'est deux personnes qui ont en commun le fait que, c'est ça, dans le fond, ils vivent un deuil. Donc, Désirée, un deuil de son mari, puis Benny, le deuil de sa mère, qui, en fait, tenait pas mal tout à bout de bras à la ferme. Puis, Désirée, son mari, avec qui elle était bien, mais on sent que ça c'était pas nécessairement, c'était pas comme le summum. C'est comme si elle n'avait pas nécessairement trouvé la personne avec qui elle voulait vraiment vivre la suite des choses. Donc, c'est un peu une position inconfortable. Tout ça dans un contexte de cimetière. Donc, après avoir lu La vie secrète d'un cimetière, c'est intéressant parce que le cimetière qu'il y a là, il a l'air quand même... en tout cas, s'il accueille ce genre de rencontre-là, c'est pas mal. Mais c'est vraiment, disons, la ville versus la campagne. Petit rat des bois, petit rat des champs. En campagne, ben Benny, lui, il travaille à la ferme, fait qu'il n'a pas le temps de faire le ménage chez eux. C'est dégueulasse, là. Genre, c'est croûteux, genre, puis il mène toute seule sa ferme. Il travaille 15 heures par jour, fait qu'il est vraiment en mode... mais tu sais, bon, Désirée, ben elle est dans un vraiment... Tout ce qui est pureté, luxe, elle va pas nécessairement vouloir se salir les mains et tout, puis ça va vraiment être un choc quand elle va arriver là. Mais ce qui semble être un choc pour eux deux, c'est que... ils ont l'air d'être attirés l'un vers l'autre, en même temps, ils ont l'air d'être repoussés par l'autre. C'est ça qui est bizarre. À chaque comme fin de chapitre, on dirait que, genre, on se dit, mais en même temps, pourquoi tu continues? Puis là, le chapitre d'après, ils se remettent ensemble comme si la passion était vraiment dévorante. J'aime vraiment beaucoup le ton qui est employé, qui est un ton vraiment d'autodérision, super intéressant, vraiment un peu cynique, mais quand même assez rafraîchissant. Par contre, la traduction... C'est une traduction qui a été faite il y a un certain temps, j'imagine, avec une approche, j'imagine parce que les niveaux de langue sont comme ça aussi dans la version suédoise, mais c'était traduit en 2009, c'est paru chez Gaïa initialement, donc par Lena Grombach ou Grombach et Catherine Marcus. Puis c'est une bonne traduction, c'est juste que c'est très, très, très argot-franchouillard. Puis ça fit pas tant que ça, dans le sens que on a la petite fille de la ville, puis on a l'agriculteur vraiment un peu mal dégrossi, puis les termes employés. J'ai failli essayer de voir si je pouvais les... Là, dans le fond, j'ai écouté un bout je voulais lire en livre papier seulement en me disant je suis capable, mais finalement, ben là, je voulais le commencer absolument, puis j'avais des déplacements à faire, donc je l'ai commencé en livre audio. C'est sûr que le livre audio, ça souligne encore plus ça. Il est bien fait, le livre audio, mais ça souligne encore plus le côté, la différence de ton, puis de langage, de niveau de langage. Ça me fatigue. Fait que peut-être que ça teinte un peu le fait que je suis un peu dubitative pour le moment.
j'aime la plume, j'aime certaines parties des personnages, mais je les aime comme 2 minutes, puis après ça, dès que j'ai l'impression que je les aime, ils font quoi, puis je suis comme juste, genre, ok, qu'est-ce que c'est ça? Fait que je sais pas si c'est juste une barrière des langues, peut-être, là, ça se peut que ce soit quelque chose. Quand c'est humoristique, c'est dur la traduction, c'est dur de pas perdre quelque chose, puis, dans la traduction et tout. Donc, est-ce que c'est ça qui arrive? Peut-être. J'aurais aimé ça pouvoir l'écouter en anglais. Parce qu'habituellement, comme je vous expliquais quand j'écoute des paroles nordiques, je privilégie habituellement les traductions du suédois vers l'anglais plutôt que du suédois vers le français. Parce qu'on dirait que, je sais pas si c'est à cause de la parenté peut-être, je sais pas, il n'y a pas de parenté pourtant, mais je sais pas si c'est parce que les deux langues sont plus compatibles, suédois-anglais, pour trouver des équivalents qui, en tout cas, n'ont pas nécessairement l'impression de clasher, entre guillemets. Mais ça m'horripile moins, disons. Mais là, bon, je l'avais en français, puis c'est bien correct. Donc, voici où j'en suis. Je vous tiendrai au courant quand j'aurai avancé un peu plus, mais voilà. C'était mon petit topo du midi. Puis là, je m'excuse, je ne vais pas regarder la bonne place, mais genre, mon téléphone n'est pas du bord que d'habitude, puisque j'essaie de vous éviter que mon capteur de son soit du côté de la ventilation. Mais en faisant ça, ça a tout mis en vert, puis mon petit cerveau a bien de la misère à transposer. Donc, voilà. À tout bientôt! Bonjour! Alors, on se retrouve encore une fois vendredi le 11 juillet, pause repas, sans surprise, avec cet éclairage de couleurs et parce que j'ai terminé ce livre, donc Le mec de la tombe d'à côté de Caterina Mazzetti, ici chez Actes Sud, mais en fait, j'ai finalement écouté intégralement en audio, donc chez Audiolib. C'est une version qui propose deux narrateurs, donc un narrateur masculin, un narrateur féminin, donc un pour la fameuse Désirée et l'autre pour Benny, qui est le fermier, l'agriculteur, pardon. Et jusqu'à ce que j'arrive à la fin, j'aurais pas trop su quoi vous en dire, à part ce que je vous ai déjà dit maintenant. Mon sentiment d'inconfort, mais en même temps d'attachement, mais en même temps de curiosité, puis en même temps de malaise, s'est poursuivi jusqu'à la fin, dans le sens où c'est vraiment des personnages qui sont atypiques. En fait, non, parce qu'on est quand même avec, disons, un archétype, là, une citadine bibliothécaire cartésienne, qui sait qu'est-ce qu'il veut, qui est habitué à vivre dans, disons, un univers qui est stimulant intellectuellement et tout ça. Et de l'autre côté, Benny, un agriculteur qui, lui, a besoin de grands espaces, qui, même s'il a un intellect stimulé, mais c'est pas un besoin nécessairement chez lui, il a besoin d'avoir peut-être plus un foyer, un endroit où il se sent vraiment chez lui. Et donc voilà, donc évidemment qu'on est vraiment dans une espèce de rencontre du troisième type, non, du troisième type non, mais de deux types de personnalités complètement différentes qui sont vraiment attirées l'une vers l'autre. Puis même si c'est présenté comme une romance, je peux pas vous en dire plus, mais il y a un mais. Et on n'est vraiment pas dans la dynamique de enemies to lovers, c'est-à-dire que d'emblée, les personnages sont conscients qu'ils sont pas faits l'un pour l'autre. Mais il y a comme quelque chose qui fait en sorte qu'ils sont attirés l'un vers l'autre, mais ils ne comprennent pas vraiment pourquoi. Puis tout le long de l'histoire, ça va être, on va les voir essayer de trouver un chemin vers l'autre, trouver un chemin commun vers l'autre. Puis bien évidemment, ça va confronter les valeurs de chacun, ça va générer des moments d'extase, des moments de grande déception. Mais on n'est absolument pas dans la banalité, puis on n'est absolument pas dans la banalité de la romance. En fait, c'est vraiment frustrant, ce livre-là, parce que c'est comme si ça... Je ne veux pas trop en dire non plus, mais c'est comme si ça prend jamais un chemin que le lecteur aimerait que ça prenne. Puis en même temps, c'est pas nécessairement une romance où on fait exprès pour prendre aucun chemin que le lecteur va soupçonner exprès. On sent que c'est juste comme la vie, comme dans la vie, ça va arriver, qu'on va vraiment être attiré par quelqu'un qui clairement ne parle pas le même langage que nous-mêmes. Puis là, on n'est même pas dans le côté des préjugés sociaux. Oui, il y a quelque chose qui joue là-dedans, puis ça nous met quand même en face de ça, de nos biais, de nos préjugés sociaux et tout. Mais c'est surtout une question de est-ce que le langage de l'amour peut remplacer l'absence de
de langage commun. C'est un peu ça pour moi, comme ça je l'ai reçu. Puis il y a une fin assez intéressante. C'est une fin ouverte. C'est rare que je dise ça d'une fin intéressante, d'une fin ouverte, parce que c'est moins des choses qui m'intéressent. Mais ouais. Je sais pour dire, je suis contente d'avoir lu un Caterina Mazzetti. Tu sais, techniquement, là, jusqu'à, mettons, la dernière, les dernières pages, disons, je me disais, sympathique. Peut-être pas pour moi, je me sentais quand même mis un peu à l'écart. J'avais l'impression de ne pas avoir les référents. J'avais l'impression que je ne savais pas trop pourquoi on nous racontait cette histoire-là qui, clairement, n'était pas faite pour être. Puis je me disais, ben, c'est-tu comme l'histoire d'une histoire d'amour qui ne se passera pas annoncée. Histoire annoncée d'une histoire d'amour qui ne se passera pas. Puis finalement, ben, ça se déroule un peu différemment, mais clairement, on n'est pas dans le Disney, on est dans un autre univers. On est en Suède aussi, on a un peu des références suédoises de qu'est-ce qui est traditionnel et tout. Il y a un petit pan quand même dans le côté des bibliothèques. On en parle un tout petit peu, puis je trouve ça chouette, le système des bibliothèques. Et il y a aussi un petit pan par rapport à, bon, évidemment, les différences qui sont liées à nos intérêts, notre position dans la société, mais aussi femmes-hommes, quand même, malgré tout. Ça a été écrit quand même il y a longtemps, donc les repères ne sont pas nécessairement les mêmes, mais c'est intéressant. Puis, ben, ça m'a intriguée assez pour peut-être éventuellement lire Le caveau de famille, qui est techniquement, de ce que j'ai compris, un tome 2. Je ne sais pas si les personnages reviennent, mais c'est présenté en tout cas sur certaines plateformes de recension de lecture comme un tome 2. Donc, je ne sais pas quoi vous en dire. Faites-vous votre propre idée, mais ça vaut peut-être la peine de découvrir. Mais là, attendez-vous pas comme à une romance typique. Attendez-vous pas à des formules habituelles. On est vraiment dans quelque chose de inconfortable. mais qui va rester avec moi. Donc, voilà. Alors, c'était mon retour un peu étrange sur le mec de la tente d'à côté de Caterina Mazzetti. Et c'est ainsi que va se terminer ce fameux petit vlog de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Et ben, on va se retrouver tout bientôt sans doute pour de nouvelles aventures. Mais j'espère que vous allez avoir des belles lectures. Peut-être que certains d'entre vous ont l'opportunité de prendre des vacances dès maintenant. Mais bon, moi dans mon cas, c'est pas tout de suite. Donc on va quand même continuer à se retrouver. De toute façon, c'est rare que je fais des arrêts. Donc voilà. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire si jamais vous avez déjà lu du Caterina Mazzetti, par exemple, est-ce que c'est le feeling que vous avez eu ou non. Peut-être pas, c'est pas grave. Ça me fait plaisir de vous lire. Puis ben, nous autres, on se dit tout simplement à la prochaine.